Salut les sportifs, nous sommes au mois d'août 2023 et comme c'est les vacances un petit peu pour tout le monde, on vous propose des rediffusions des meilleurs épisodes de la saison 3 du podcast Devenir triathlète. Alors accrochez-vous à vos écouteurs, c'est parti pour 5 épisodes que vous avez très certainement déjà écoutés. Éclatez-vous et n'hésitez pas à nous faire vos retours. On se retrouve début septembre après de bonnes vacances bien réparatrices que l'on aura espéré bien sportives et on attend avec impatience vos retours. À très bientôt. Prêt pour un nouvel épisode ? Alors, juste avant, je vous invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com/commande. Vous pourrez retrouver notre livre sous la direction d'Olivier à 7 mains. On s'est mis autour d'une table pour vous proposer le meilleur pour savoir comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Je vous donne rendez-vous à la fin de cet épisode pour quelques derniers conseils. Allez, c'est parti pour devenir triathlète. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous écoutez un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Comme d'habitude, à mes côtés, je reçois Olivier De Scooter, le fondateur de la marque Ohana et le cofondateur de ce podcast. Salut Olivier. Salut Hermano. Et bizarrement, aujourd'hui, on va parler triathlon. Enfin, je m'emporte, on va pas parler que triathlon, on va recevoir Léon Chevalier. Salut Léon. Salut les gars. Bon alors Léon, comment vas-tu aujourd'hui ? Bah écoute, ça va bien. Je suis bien réveillé après une séance de natation et une séance de muscu. Donc tout frais pour le petit podcast. Allez, c'est parti. Bon, comment on dit ? On dit Léon Chevalier, on dit DJ Léon, DJ Chuv, comment c'est ? Ouais, non, Léon Chevalier c'est très bien. Gamer, ouais, ça doit faire très longtemps que j'ai pas touché à une console de jeux vidéo. Ouais. Parce que par rapport aux écouteurs qu'on vient de te faire mettre sur la tête pour enregistrer le podcast, ça fait quand même très gamer. Hein. En tout cas, on a une tradition dans ce podcast, c'est de laisser la parole à notre invité pour qu'il se présente. Donc, dis-nous tout, qui est Léon Chevalier ? Quel âge as-tu ? Que fais-tu dans la vie ? Et surtout, raconte-nous tout sur ta première rencontre avec le sport. Oula, alors bon, les trucs dont je suis certain, c'est que je m'appelle Léon Chevalier, j'ai 25 ans et j'habite à Bath en Angleterre. Ouais, je suis triathlète professionnel et je suis aussi étudiant en... Ça s'appelle Chemical Engineering, c'est le parcours que je fais en Angleterre et je pense que la meilleure traduction c'est génie des procédés chimiques, quelque chose comme ça. Et donc j'aurai mon master en juin 2022 et j'ai l'intention de passer sur un doctorat ensuite fin 2022 sur un projet sur les énergies renouvelables ou quelque chose comme ça, un truc assez intéressant et j'ai la chance d'avoir des sponsors qui sont intéressés aussi par ce côté-là, donc j'espère vraiment pouvoir jouer le double truc triathlon et ingénierie côté renouvelable, énergétique, tout ça. Sinon, ouais, j'ai commencé le sport, je m'en souviens pas, j'ai fait je crois une dizaine d'années de foot. J'ai dû commencer quand j'avais 3 ou 4 ans. Ah, pas bien, non, je déconne. Mais bon, j'ai abandonné au bout d'un moment quand même. Hein. Ah, ça va, t'es devenu un vrai sportif après. Voilà, mais bon, faut croire que courir partout sur un terrain de foot à longueur de journée, ça aide pas que pour l'endurance, mais aussi pour les appuis. J'ai la chance d'être assez solide dans le sens où j'ai pas vraiment de blessures, et je pense que c'est le fait d'avoir joué sur ces appuis. J'ai fait un an de squash ensuite quand je devais avoir 12 ans, je crois. Donc ces appuis un peu dans tous les sens, ça a dû me renforcer un peu les ligaments, je pense. Comment je suis venu au triathlon ? Je pense que ça a commencé avec le cross en fait. Je crois en 5e, j'ai fait le cross du collège. J'ai dû terminer 2e, ça devait être la première fois que je faisais un truc, une course en fait à pied. Et ça m'a donné envie de faire de l'athlé. Donc en 4e, j'ai fait un an d'athlé. Et puis quand j'ai voulu repartir sur l'athlé en 3e, je me suis flingué les 2 tendons d'Achille. Un truc je pense de croissance ou quelque chose comme ça. Donc j'ai fait 6 mois d'arrêt il me semble. J'ai repris en fait avec le triathlon, avec le VTT, avec le club de Versailles. J'habitais du côté de Versailles à cette époque-là. Et voilà, et j'ai jamais tourné le dos sur le triathlon, je pense, depuis. Mais ça a été une progression complète et progressive depuis. Donc ça devait être en 2011, je pense, quelque chose comme ça. Et par exemple, le volume horaire d'entraînement qui est monté depuis... mon investissement personnel, l'envie et aussi les résultats qui venaient. Donc, pour certains, peut-être que je sors un peu de nulle part, mais ouais, en fait, c'est juste une progression qui s'est faite un peu dans l'ombre de tous les autres jeunes triathlètes français qui ont été très forts au très haut niveau dès les catégories minimes, cadets, tout ça. Moi, j'étais dernier au championnat de France, je savais pas du tout ce que je faisais. Donc voilà, une progression peut-être sur le tard.
Bon, je taquinais tout à l'heure sur le foot, mais c'est vrai que j'ai quelques copains qui viennent du foot et qui se sont mis au triathlon sur le tard, encore plus tard que toi, hein, je dirais plus vers 25-30 ans, tu vois. Et c'est vrai qu'ils ont quand même des appuis solides et puis ils ont une capacité aérobie aussi que on n'a pas forcément parce que à force de courir partout, enfin c'est très explosif l'effort qu'on fait dans le foot. Le foot, le hand, on avait aussi à ce micro Charlène Clavel, ancienne handballeuse. C'est vrai que c'est pas les mêmes sports, mais ça permet quand même de travailler bien la caisse. Ouais, complet. Et puis c'est des sprints. Ensuite tu marches. Ensuite tu sprints, tu marches. Donc tu fais du fractionné, du fractionné. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Alors, on va dire plutôt du fartlek parce que c'est pas vraiment structuré. Ouais, c'est ça. Bon alors tu nous dis que tu étudies en Angleterre. Qu'est-ce qui t'a amené à étudier en Angleterre et qu'est-ce que fait un triathlète professionnel français en Angleterre? Alors j'ai eu mon bac en 2014, donc ça remonte il y a assez longtemps quand même. Et j'avais vraiment envie de faire de l'ingénierie et je voulais aussi continuer le triathlon. À l'époque en terminale, je devais faire peut-être 5 ou 6 heures d'entraînement par semaine, mais j'étais pas trop mauvais sur les championnats de France en duathlon en particulier parce que j'avais pas vraiment le temps de nager. Et du coup, je voulais vraiment concilier les deux. Du coup, je suis allé à l'INSA à Lyon, qui avait une section sportive de haut niveau. Mais à l'époque, j'étais pas du tout sur les listes de haut niveau ou quoi, donc je suis pas rentré dans la section. Je suis allé directement dans le truc normal de l'INSA. Et ouais, j'ai fait ma première année là-bas. Tout s'est passé plutôt bien, une année d'études normales. Et ensuite, à partir de la deuxième année, je suis allé en section sportive parce qu'ils avaient eu des personnes qui avaient abandonné après la première année, donc ils avaient des ouvertures. Et à partir de là, ça a été un peu la galère côté études à l'INSA parce que je refaisais un peu le programme que j'avais fait en première année. Enfin bref, j'avais plus trop mes repères du côté scolaire, mais par contre niveau sport, ça allait bien. J'étais passé à l'US Palaiso pour le projet duathlon là-bas. On était monté en D2, ensuite en D1, et je commençais vraiment à avoir des bons résultats. Et puis en 2017, ma copine Florie a déménagé, elle a commencé son cursus scolaire ici en Angleterre à Bath. En fait, je lui ai rendu visite plusieurs fois et je me suis dit, mais c'est incroyable les infrastructures qu'ils ont ici sur le campus. Il y avait un très bon groupe de triathlon avec entre autres Suzy Cheetham qui a été 2 fois 6e à Kona, Vicky Holland qui a été médaillée de bronze à Rio, qui a été championne du monde ensuite en triathlon sur le circuit ITU. Donc il y avait vraiment un bon groupe et en fait ça me plaisait beaucoup et j'avais vraiment envie de changer, ça me manquait en fait l'étranger. Et du coup en 2018 j'ai plaqué l'INSA et j'ai recommencé mon cursus de zéro en Angleterre et zéro regret depuis. Donc ouais en fait la météo est pas toujours clémente, mais quand il fait beau, c'est extraordinaire comme endroit. C'est un de mes endroits préférés pour faire du vélo, par exemple. Bon, après, je passe beaucoup de temps sur le home trainer quand même parce que le contre-la-montre, il faut le travailler. Et ici, en fait, les routes, c'est des toutes petites routes sinueuses, du goudron qui est pas vraiment du goudron. C'est un peu mix de terre, tout ça. Et ça monte, ça descend dans tous les sens. Et en fait, c'est super sympa. Des vues spectaculaires, des gros pétards super raides à vélo. Et donc, en fait, je m'éclate vraiment. Ouais, et puis, en fait, je me sens bien, je me sens à la maison ici. Donc voilà, je suis installé à Bath et j'espère pour assez longtemps. Dans les pays où on a une météo pas top et que on a quelques jours de soleil, en général, effectivement, c'est la folie, quoi. Je me souviens avoir été à Copenhague suite à un trip, tu vois, à vélo en famille, et c'était le mois d'août. Donc le mois d'août, a priori, il faisait plus ou moins chaud, mais enfin chaud, il faisait même pas 20 degrés. Hein, je veux dire, il devait faire 18-19 degrés. Les gens étaient littéralement à poil, en maillot de bain, partout dans les parcs, dans la rue. Enfin, c'était pour eux, c'était la folie, quoi. Ici en mars, il suffit qu'il y ait un bout de soleil qui fasse plus de 10 degrés et tout le monde est en short et en sandales. Hein, donc ouais, toute occasion est bonne. Ouais, exactement. On apprend à relativiser, quoi. C'est clair. Et c'est le Belge qui te dit ça, tu vois. C'est pas un mec qui est dans le sud de la France. Donc, si déjà pour Olivier, quand il fait 18-19 degrés, c'est dingue de voir des gens en short, je te raconte pas l'état d'esprit pour un mec qui est dans le sud de la France ou plus bas encore, qui va aller au-dessus de Lyon, tu vois. Moi, à Bath, ça me ramène au collège. Je sais que j'avais fait un voyage scolaire quand j'avais 12-13 ans et justement, on avait été à Bath et je me souviens la visite des thermes. C'est une ville où il y avait pas mal de flotte quand même pendant longtemps, non? Eh ben ouais, ça me fait rire que tu parles de ça, collège. J'ai l'impression que tout le monde en France est allé à Bath pour un voyage scolaire. Vraiment, je pense que
les 2 tiers des personnes à qui je dis que je suis à Bath m'ont dit ah ouais, j'y suis allé en 5e, en 4e, en 6e. Ouais, c'est une ville qui est super particulière. Je crois qu'il y a 80 000 habitants environ. Donc c'est vraiment une grosse ville quand même, et qui est en fait paumée au milieu de la campagne, au creux de... Il y a peut-être 7 collines autour de la ville. Donc et Bath, c'est vraiment au fond du bol. Et c'est une ville qui est historique. Il y a eu les Romains qui sont passés, donc il y a plus de 2000 ans, qui ont construit des thermes. Donc il y a cette influence des Romains. Et ensuite, par la suite, bon, il y a eu quand même Bristol qui est pas loin, donc des familles très riches qui ont fait leur mille et leur cent avec malheureusement la traite négrière, mais ça a fait du coup qu'il y a une richesse énorme dans la ville, des bâtiments qui sont magnifiques, des cathédrales, et c'est vraiment toute la ville entière qui est un musée à ciel ouvert. Et ouais, on se régale quand même. Bon, ça doit être sympa effectivement pour s'entraîner. C'est marrant, la ville des 7 collines, ça rappelle quelque chose quand même. C'est en général la ville des 7 collines, c'est Rome. Ah tu sais, je suis allé à Rome il y a 2 ou 3 semaines là, et c'est vrai, ouais, il y a toutes les collines, donc peut-être qu'ils se sont sentis à la maison quand ils sont arrivés. Ouais, il leur manquait juste le soleil. Il manquait juste le soleil, pour ça qu'ils sont repartis. Puis la mer aussi quand même, parce que la mer, ouais. Pour situer un petit peu, en gros, c'est près de Bristol. Oui, donc c'est le sud-ouest de l'Angleterre. Ouais, on est à 45 minutes en voiture de Bristol. Il y a quoi? Il y a peut-être 25 km, mais donc c'est les embouteillages qui font ça. Donc Bristol, et ensuite on doit être à 2 heures de Londres, mais au même niveau en fait, sur la même ligne entre Bristol et Londres, juste à côté de Bristol. Bon alors, tu nous dis que c'est l'endroit idéal pour toi pour t'entraîner. T'es toujours étudiant. Comment est-ce que on vit en tant qu'étudiant à l'étranger et qu'on s'entraîne sérieusement? Parce qu'on va revenir après sur ton palmarès, mais tu excelles pas uniquement sur des courtes distances. Donc comment est-ce que je fais pour gérer le côté entraînement et ensuite le côté études, c'est ça? Ouais, et puis d'un point de vue financier aussi, tu nous as parlé tout à l'heure de sponsors. Comment est-ce qu'on va à la recherche de sponsors? Comment est-ce que on sollicite des sponsors? Comment est-ce qu'on vit grâce aux sponsors? Est-ce que ça suffit à vivre ou est-ce que t'avais mis de côté ou t'as d'autres moyens? Ah oui, alors du coup, juste pour le côté études, je dois avoir une quinzaine d'heures par semaine de cours, et tout le reste c'est du travail perso. Donc c'est vraiment à moi de m'organiser. Et d'être productif en fait dans les heures que je consacre au travail académique. J'arrive à le faire marcher. On a aussi quand même pas mal de vacances et tout, et c'est un bon équilibre. Et puis en plus, ça me plaît vraiment ce que je fais dans les études. Donc quand je me mets au travail, c'est vraiment c'est pas quelque chose qui me déplaît. Donc c'est pas si difficile que ça de mettre les heures. Ensuite, sur le côté financier, c'est vrai que l'année où j'ai déménagé, donc 2018-2019, ça a été quand même ouais, c'est un investissement. C'est 9250 livres de mémoire, les frais de scolarité par an ici, donc 4 ans. Bon, voilà, on est déjà à quasi 40 000 livres. Avec le taux de change, ça fait quand même un peu plus. Donc moi, j'ai pris un emprunt à la banque. J'ai dit, bon, écoutez, voilà, moi, je vais aller en Angleterre. J'ai envie de faire mes études là-bas. Eux, ils ont vu que j'étais sur un parcours scolaire qui allait faire l'ingénierie. Ils se sont dit, bon, on lui fait confiance. Bon, il se trouve que là, je suis pas dans l'ingénierie, mais avec le triathlon que j'arrive à avoir des sous. Mais c'était vraiment cette année, je voulais vraiment voir si j'étais capable de vivre du triathlon. En fait, j'ai commencé à m'entraîner avec Rob et Suzy Cheetham en septembre, donc ça c'est avec Cheetham Coaching. Et l'idée de cette année et de l'année prochaine, donc les 2 années qui me restaient à l'université, c'était de voir si je pouvais être un triathlète professionnel qui arrivait à avoir une carrière financière viable en fait. Et donc pour moi, c'était voir si j'étais capable de gagner autant qu'avec un salaire d'ingénieur débutant. C'est pour ça surtout que j'ai visé Embrun. Tout le monde le sait, la prime de victoire, parce que le prize money est plutôt intéressant. Oui, il y a 25 000 euros à la gagne, donc forcément ça aide. Moi, ça effaçait quasiment l'emprunt que je faisais auprès de la banque. Donc voilà, donc il y avait beaucoup de pression, une pression que je me mettais moi-même pour gagner cette course, parce que je savais à quel point c'était important financièrement. On parle beaucoup de motivation, on fait souvent la distinction de la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. Là, l'intrinsèque, elle était énorme. Voilà, exactement. Et là, pour le coup, l'extrinsèque, c'est le truc, ok, il y a une récompense à la clé, et en fait, ouais, quand t'es triathlète professionnel
et que tu manges de ça, enfin je veux dire c'est ce qui te fait vivre, c'est quand même une motivation en plus pour aller t'entraîner quoi. Bah voilà, donc, même s'il pleut, t'as pas le choix quoi. Ouais, c'est ça. Moi j'avais d'un côté Rob et Suzy qui m'avaient fait confiance, qui m'ont prêté un vélo, qui m'ont prêté casque, qui m'ont trouvé trifonction, tous les partenaires de Suzy, faut que je prononce ça mieux, de Suzy qui étaient vraiment derrière moi, derrière le projet, et Rob qui proposait de me coacher gratuitement, de m'aider à faire les bons choix, etc. Donc je sais qu'il y a beaucoup d'athlètes qui emploient un coach, donc c'est l'athlète et le boss. Moi, j'étais vraiment dans une situation où j'étais l'employé, j'étais là pour je voulais vraiment montrer à Rob et Suzy qu'ils avaient fait le bon choix. Et mais c'est limite un investissement pour toi. Ils investissent dans toi en espérant avoir un retour. C'est un peu tes actionnaires, quoi. Exactement. L'idée, c'était pour eux de monter leur structure c'est ça, tu de leur coaching. rendras le jour où... Voilà, donc... cette année, c'est passé mieux que ce qu'on espérait. Donc... je vais pouvoir rendre pas mal du matos que j'ai emprunté. Ouais, parce qu'on on a entendu pas mal parler de toi cette année, dans le monde du triathlon, quoi. Mais c'est vrai que t'as fait pas mal. On va revenir peut-être un peu sur ton palmarès juste après. Ouais. Et ensuite, oui, tu me demandais pour les sponsors comment on démarche. Je vais t'avouer que c'est beaucoup plus facile quand les résultats sont tu là. m'étonnes. Et c'est pour ça que c'est pour ça vraiment que j'avais vraiment envie d'avoir une bonne saison, parce que je savais que ça suivrait ensuite un peu les sponsors, etc. Mais j'ai vraiment l'envie de construire des relations durables avec les sponsors. C'est facile, je pense, de prendre des sous à droite à gauche comme ça, mais c'est pas forcément ce qui est dans mon intérêt sur le long terme. Donc j'ai vraiment envie de construire des relations à long terme là avec les différents sponsors que j'ai. On part sur des contrats de 2 ans à chaque fois. Donc je suis content qu'on se fasse confiance comme ça. Mais il faut aussi que je dise que j'ai commencé l'année du coup en fait sur le matos de Suzy, et j'ai eu depuis le début de l'année une relation avec les marques. Donc Oka, ils m'ont donné un contrat qui était chaussures pour le début de l'année, et en fait c'était une relation un peu informelle, pareil avec Endura, avec Precision Hydration, la nutrition, tout ça. Donc tous les sponsors, on a travaillé de manière un peu informelle cette année, avec l'idée derrière la tête que si ça se passait bien cette année, à partir de l'année prochaine, on serait dans des contrats un peu plus structurés. Et quand tu dis de manière informelle, ça veut dire ils te filaient juste du matos et puis tu te débrouillais avec ça, ou bien tu avais une compensation financière aussi? Oui, c'était ça, c'était matos, donc il y avait pas de pression sur moi pour de communication ou de résultats ou quoi que ce soit. C'était vraiment histoire de voir si c'était s'il y avait une vraie relation, que ça matchait en fait entre nous. Et ouais, je suis vraiment content des relations qu'on a développées avec les différentes marques, et du coup je leur fais super confiance pour la suite, et eux pareil, ils voient que je fais confiance à eux, que je fais confiance aux produits, que j'ai vraiment envie de faire partie intégrante de l'équipe, quoi. Alors, tu as parlé un petit peu justement du fait que c'est plus facile quand on gagne d'avoir des sponsors et de nouer une relation sérieuse et durable. Je crois que c'est le moment de parler de ton palmarès. Alors juste avant, éventuellement si ça dérange, on pourra couper, mais tu as cité quelques marques, quelques noms de sponsors. Est-ce qu'il y en a d'autres à qui tu veux rendre hommage? Parce que c'est quand même le moment de le faire. On n'est pas une radio, donc on peut se le permettre parfois. Oui, franchement, il faut que je commence avec Rob et Suzy Cheatham, qui ont vraiment vu en moi du potentiel, et on savait pas vraiment où ça allait mener, donc mais ils ont vraiment pris un pari sur moi. Ils m'ont vraiment tout donné pour que je puisse arriver sur les premières courses dans les meilleures conditions possibles, du côté du matos, et ensuite au niveau de l'entraînement, de la structure, tout ça. Donc j'étais vraiment très très bien préparé quand je suis arrivé sur cette saison, alors que c'était pas forcément le cas les saisons précédentes. Et ensuite Oka, au niveau chaussures, qui ont fait confiance à Rob et Suzy dans leur jugement, qui ont dit bon allez Léon, on t'accompagne sur cette saison 2021, qui ont été très contents et qui s'attendaient pas à ce que la saison se déroule comme ça. Moi non plus, je m'y attendais pas, hein.
Pareil, Endura, avec les trifonctions, des trifonctions très rapides, très confortables, etc., et avec qui on va repartir. Precision Hydration, qui fait la nutrition, les électrolytes, avec qui on a développé à chaque fois un plan pour vraiment aborder les courses en sachant exactement ce que j'allais manger, ce que j'allais boire et à quel moment. Et à ce niveau-là, du coup, t'es pas accompagné par un nutritionniste à toi, Non, c'est seulement sur les courses. Moi, dans la vie de tous les jours, je m'assure juste de manger assez parce que on a vite fait de pas manger assez et ensuite d'être en déficit calorifique ou quelque chose comme ça. T'as une idée un petit peu de combien tu manges en termes de calories par jour? Non. Ok. Je sais pas. C'est aux sensations, quoi. Bah ouais, quand j'ai faim, c'est que c'est qu'il faut manger. Et surtout, ouais, en fait, ce que j'ai découvert cette année, c'est qu'il faut même manger plus. Et en fait, je me rendais compte que le plus je mangeais, et le mieux j'étais. Et même, je crois que je perdais du poids. Enfin, pas dans le sens où j'étais plus affûté parce que mon corps sentait vraiment qu'il y avait jamais de carence. Ça, c'est un sujet qu'on aborde souvent avec Greg dans le podcast de Nakan, un autre podcast que je produis, et notamment avec le doc Denis Boucher. C'est que, en fin de compte, créer des carences pour pouvoir maigrir, c'est pas la bonne solution parce que le corps va aller chercher l'énergie là où elle est disponible, mais qui est pas forcément le bon endroit où aller chercher. Alors que si tu manges au moins exactement ce que tu consommes, voire même un peu plus, le corps est beaucoup moins stressé et du coup, tu arrives non seulement à être performant là où il faut, et puis c'est là que tu commences à taper dans les graisses et à maigrir un peu. Voilà, c'était la petite parenthèse. Exactement, ouais. Ok, et donc du coup, pour revenir un peu sur ton régime tous les jours, il faut que tu manges en quantité. En termes de, enfin, tu suis d'autres régimes du style, je sais pas, les high fat, low carb ou des trucs comme ça, ou le régime scandinave. Voilà, on entend parler de pas mal de choses. Non, tu fais pas attention. Tu manges sain. Alors ça oui, je pense que c'est le plus gros truc. Je fais toujours attention à manger varié, avoir les protéines, avoir les vitamines. Je prends des suppléments aussi, vitamine C, vitamine D. On a vu qu'on n'a pas beaucoup de soleil quand même par ici. Je vois pas ce que tu veux dire. Donc je prends un multivitamine tous les matins. Voilà, je mange des fruits, je mange des légumes, j'adore ça. Je mange des protéines, que ce soit en poudre après une séance, ou que ce soit de la viande, du fromage. Je bois beaucoup de lait. Ouais, voilà, le matin, petit-déj, en général, c'est du pain avec du beurre de cacahuète et de la confiture. Ça change du petit-déj anglais typique, quoi. Ouais, et puis, non, ça, c'est le dimanche, je reviens d'un long run, par exemple, et là, je fais une grosse pile de pancakes avec du bacon, des saucisses, des baked beans, des œufs, du ketchup. Voilà, Est-ce que parce que c'est un peu l'image qu'on a, voilà, le petit déjeuner anglais. Est-ce que c'est un truc que les gens font tous les jours, ou bien c'est plutôt pour le brunch en famille entre guillemets, quoi? Ouais, c'est pas un truc de tous les jours. C'est vraiment. Après, je sais pas si à une époque ça a été le cas de manger ça tous les jours, mais si tu veux manger un petit déj dehors ou prendre le brunch en ville ou quelque chose comme ça, ouais, moi je prends toujours un full English. Et là, t'as tout ce qu'il faut. T'as les œufs, t'as les saucisses, t'as les baked beans, t'as les hash browns, les tartines. Voilà. Enfin, parce que moi je trouve génial. Enfin, moi j'adore faire des énormes petits déj comme ça, histoire de bien commencer la journée. Bon, c'est clair que si tu vas t'entraîner juste après, c'est pas la même chose, mais donc voilà, ça se met pas tous les jours. C'est bien de bien faire le plein, quoi. Et c'est souvent ce qu'on dit aussi, hein, mange petit déj comme un roi, déjeune comme un prince et dîne comme un mendiant. Et dîne comme un mendiant, tout dans le genre, quoi. Ouais, moi je t'avoue que moi je mange beaucoup à tous les repas. À tous les repas. Ok, d'accord. Ok, petite parenthèse nutrition du coup. Et du coup, au niveau de ton palmarès, pour revenir sur ce sujet-là, je pense qu'on aura compris que tu as gagné Embrun cette année, mais il n'y avait pas que ça. Ouais, il n'y avait pas que ça. Embrun,
je pense que ça fait du bruit parce que c'est Embrun, quoi. Je suis français, c'est l'Embrunman, c'est en France. Ouais, et puis c'est aussi une course que, comme j'ai dit, que je voulais vraiment gagner depuis 18 mois, quoi, je crois à peu près, que j'avais vraiment que ça en tête. Et donc tu t'es dit, il y a 18 mois avant la course, tu t'es dit, moi je veux gagner Embrun et c'est ça qu'on va faire, quoi. Exactement, sauf que au départ c'était pour l'Embrun 2020. Donc au final, ouais, j'avais peut-être 6 mois de prépa pour Embrun 2020. Donc ça a été annulé. C'est pas forcément une mauvaise chose parce que, personnellement, ça t'a laissé un peu plus de temps pour te préparer. Ça m'a donné plus de temps et en fait, peut-être que je me voyais un peu trop beau avant Embrun 2020, parce que je me sentais vraiment vraiment chaud, mais après avoir fait une année supplémentaire d'entraînement et avoir fait la course, etc., peut-être que non, c'est sûr, c'est que j'étais en bien meilleure forme en 2021 que ce que j'aurais pu faire en 2020. Et en plus de ça, là, cette année, j'avais fait un autre Ironman avant en juillet à Ironman UK. Donc, j'avais déjà un peu l'expérience du longue distance. Ok. Embrun, c'était donc on parle de l'Embrunman, hein, évidemment pour ceux qui s'y situeraient pas. C'est un triathlon longue distance donc qui a lieu dans les Alpes, dans les Hautes-Alpes. Toi, t'étais pas spécialement. Enfin, tu nous as dit que c'était un peu vallonné là où t'habites en Angleterre. C'est pas forcément de la haute montagne pour autant. Pas du tout de la haute montagne. Je crois qu'au plus on est à 300 mètres d'altitude. Comment t'as fait pour gérer ça? T'as fait des stages en altitude? T'es allé t'entraîner dans les Alpes avant la course? Comment t'as géré ça? Alors, je passe tous les étés, je passe 2 semaines en Maurienne, du côté de Valseny. J'ai mes parents qui ont un petit appart là-bas, donc c'est vraiment mon truc tous les ans, j'y vais, j'adore ça. Je fais le col de l'Iseran, petite anecdote, je suis 9e ex-aequo sur le top 10 Strava avec Thibaut Pinot sur la montée du col de l'Iseran. Donc la montagne c'est quelque chose que j'adore. Le vélo c'est vraiment ce que je préfère dans le triathlon et en particulier rouler en montagne. Et alors ici du côté de Bath, il y a pas de long col, mais ça te manque pas? Si, un petit peu quand même. Si, mais en même temps, il y a quand même de quoi faire, je pense. Bon, après, le plus long qu'on ait peut-être ici, c'est 3 km, mais à 15% de moyenne ou quelque chose comme ça, donc... c'est des murs, quoi. C'est comme en Belgique, quoi. Ouais, donc ça monte vraiment très très fort, et sinon, je passe beaucoup de temps sur le home trainer à essayer de simuler ce genre d'effort qui est plus long. Mais du côté de l'altitude cette année, qu'est-ce que j'ai fait de particulier? Je suis arrivé dans les Alpes 3 semaines avant la course. Donc c'est en termes d'acclimatation, mais Embrun c'est pas si haut au final. Il y a juste le sommet de l'Isoire. C'est pas si haut, mais tu montes quand même. Ouais, mais je crois que c'est 2000 l'Isoire ou c'est quoi? Ou c'est juste en dessous? Je sais plus. C'est un peu plus de 2000 l'Isoire. Ouais. J'ai plus le chiffre exact. Et Embrun, c'est quoi? C'est à 800 mètres, je crois, d'altitude? C'est 800 mètres, donc c'est pas tout à fait rien, mais donc j'avais fait 2 semaines à 1400, puis une semaine à 1850 à Risoul, et ensuite je suis descendu à Embrun. Sachant qu'Embrun, c'est vraiment dans la vallée, hein, Embrun, donc c'est au début du lac de Serponçon, et donc en fait, quand tu pars d'Embrun, a priori tu montes d'office, quoi. Enfin, je veux dire, même si tu vas vers Briançon, ça monte. Donc en fait, ça monte dans tous les cas. C'est finalement ça la difficulté d'Embrun, c'est que déjà c'est jamais plat, c'est que c'est du triathlon de montagne, donc t'es quand même un peu en altitude. Et puis ça, on parle que de la partie vélo, mais il y a aussi la partie course à pied. Embrun, c'est plus du trail que de la route quand même. Ouais, non, j'ai trouvé que c'était quand même par rapport à par exemple la course à pied sur l'Alpe d'Huez. Non, enfin Embrun, il y a pas de piège. C'est des sables blancs, quoi. Non, des chemins blancs, donc des petits gravillons, donc ça, pas de souci. Le reste, c'est du bitume. Bien sûr, il y a la côte. Je crois que c'est la côte des Chamois, qui est à faire 3 fois, avec une très très belle épingle, mais moi je m'étais dit, je marche pas la côte, hein. Je marche que de toute façon, moi en course, je marche que les ravitaux. Je m'autorise pas à marcher ailleurs, donc il était hors de question de marcher dans la côte des Chamois. Et elle est voilà. Tu sais à combien de degrés elle est je sais pas. Si je dis 20 degrés. Au plus pentu, non, c'est vraiment un mur. L'épingle, là, la dernière épingle, elle est vraiment, vraiment très pentue. Ok. Et donc, du coup, quand t'arrives 3 semaines avant la course, toi, dans ta tête, il se passe quoi? Tu te dis,
ok, tu te dis je veux la gagner, ou je dois la gagner, j'ai pas le choix. Mais c'est quoi pour toi la probabilité? Est-ce que tu te dis ok, je la gagne 100% sûr que je la gagne, 50%, 20%, enfin tu vois comment tu te sens, il se passe quoi dans ta tête? 3 semaines avant, j'étais pas certain. Je savais pas trop. Je venais d'arriver dans les Alpes, je venais de faire, du coup, j'étais en train d'essayer de après Ironman UK qui s'est déroulé, je crois, le 4 juillet. Je termine 3e, c'est mon premier Ironman. Il a fallu du coup récupérer et repartir direct dans une prépa pour full juste derrière. Donc à 3 semaines de la course, j'étais encore un peu dans les vapes à essayer de faire les derniers préparatifs pour Embrun. Donc ouais, j'avais vraiment la tête dans le guidon. Et puis ensuite, en fait, le jour où je suis arrivé dans les Alpes, j'ai fait un énorme week-end en course à pied. Je sais plus, j'ai dû faire 70 bornes en 2 jours ou un truc comme ça, je sais plus, ou en 3 jours peut-être, ouais. Et puis ensuite, j'enchaîne avec 6 heures avec le Galibier, 6 heures à vélo le lendemain. Donc un gros week-end à ce moment-là. Et ensuite, en fait, je suis allé le jeudi, je sais plus quelle date c'était, faire le triathlon de l'Alpe d'Huez, le L. Et c'est après cette course en fait que je me suis senti vraiment confiant pour Embrun, parce que j'ai eu un beau mano à mano avec Clément Mignon à l'Alpe d'Huez. Et puis je savais que c'était à peu près la même start list pour Embrun. Donc voilà, donc j'ai vu comment ça s'était passé à l'Alpe d'Huez. Je savais que l'Alpe d'Huez, j'étais pas dans les meilleures conditions. Donc je savais que pour Embrun ça Ouais, ça le t'a faire. mis dans l'ambiance, quoi. Ça t'a donné confiance. Et donc Ouais. là, tu t'es dit, ok, c'est bon, j'ai au moins 50% de chance de gagner, c'est ça? Bah pour moi, avant la course Embrun, je savais que si je faisais la course dont j'étais capable, et en plus de ça, avoir la chance de pas de crevaison, pas de chute, pas de gros pépins. Normalement, j'étais le plus fort là-bas. Après, voilà, Embrun, c'est une très longue journée, donc il peut se passer plein de choses. On n'est jamais à l'abri d'un coup de chaleur, de plein de trucs. Donc voilà, je savais que si je gérais bien ce que je faisais, et ben j'étais capable d'être à l'avant de la course. Et ensuite, en fait, au moment où je bascule au sommet de l'Isoire, j'avais, je sais plus, 2 minutes ou quelque chose comme ça sur les poursuivants. Je savais qu'à ce moment-là, il suffisait je savais que j'allais continuer à au moins garder l'écart, si ce n'est creuser, sur le retour vélo. Et ensuite, il me suffisait de courir sous les 3 heures le marathon, que je savais dont j'étais capable. Il suffisait de faire moins de 3 heures et je savais que ça reviendrait pas derrière, parce que les gars qui étaient derrière, je crois pas qu'ils aient couru plus vite que ça par le passé. Donc je pensais pas qu'ils le feraient à ce moment-là. Du coup, ça te demande vraiment une grosse préparation. Enfin, je veux dire, t'analyses quand même beaucoup les autres concurrents, parce que t'as pas forcément fait des courses en même temps qu'eux, etc. Donc j'imagine que tu vas avoir un peu tu fais quoi? Tu checkes leur Strava, tu regardes leurs performances. Comment ça se passe? Après, j'essaye d'éviter quand même de trop regarder les autres. Enfin, chacun fait sa prépa comme il veut. Ça, c'est à chacun de décider. Mais non, avant une course, c'est super important pour moi de savoir ce que je vais faire et à quel moment, d'avoir un vrai plan et ensuite de juste l'exécuter. Et surtout à l'entraînement de travailler exactement ce qu'il faut que je travaille. Quelles seront les demandes de la course. Donc vraiment avoir confiance en ses capacités. Parce que quand tu dis que t'as commencé la descente de l'Izoard, là, Ouais. qu'est-ce qui fait que tu te dis, bah en fait, ils pourront pas revenir sur moi? T'es un bon descendeur, c'est sur la dernière ligne droite quand tu redescends de Briançon vers Embrun. Ouais, je savais que qu'on avait creusé l'écart sur la partie qui arrive au pied de l'Isoire. Enfin, en fait, j'étais avec William Menson et Étienne Dimunch. Tous les trois, on avait creusé l'écart sur le reste des poursuivants, il me semble, jusqu'au pied de l'Isoire. Et en plus de ça, j'ai monté l'Isoire plus rapidement. Et je savais les watts qu'on faisait du coup à la montée, vers l'Isoire. Donc je savais qu'il suffisait que... C'est très rare que les gens négatifs split le vélo. Surtout sur une course comme ça, où les gens ont peut-être envie de rattraper l'avant de la course. Donc je savais qu'il suffisait que je mette les mêmes watts sur les parties Ok. les parties montantes ou les trucs comme ça, et que normalement j'étais à l'abri. Voilà. Après, j'aurais pu très bien me tromper, hein, mais il se trouve que je me suis pas trompé, donc il devait y avoir un peu de vrai dans cette analyse, je dirais. Il y a un truc qui est
quand même, j'ai envie de dire, relativement nouveau, c'est que moi, ça m'a impressionné en tout cas cette année sur Embrun. J'ai l'impression que presque tout le monde était en contre-la-montre. Enfin, je dis presque tout le monde, en tout cas dans la tête de course, quoi. Moi, perso, si je devais faire Embrun demain, alors j'ai probablement pas ton niveau, mais je veux dire, pour moi, un contre-la-montre sur un col comme l'Izoard, faut se chauffer quand même. Ouais. En roue pleine en plus, non? T'étais en roue pleine? Ouais, toi j'étais en roue pleine. Après, donc, quand je suis arrivé dans le parc à vélo à T2, j'avais battu le record de l'épreuve vélo. Et ensuite, je sais plus, 20 minutes plus tard ou quelque chose comme ça, Félix Pouilly est arrivé et il a battu mon record de 4 secondes. Donc, et lui, il était sur un vélo. Ah, ça envoyait du lourd cette année. Ouais, il était sur un vélo de route avec des roues, il devait, je sais plus, 60 mm, quelque chose comme ça. Donc, on a eu deux stratégies vélo complètement opposées. Moi, full contre la montre et lui, vraiment en route avec des prolongateurs. Et on a quasiment le même temps. Enfin, je veux dire, sur 5h45, on va pas pinailler pour 4 secondes. Donc, il y a vraiment eu deux stratégies qui ont donné le même temps. Après, Félix, il est ex-pro cycliste. Donc, on n'a pas comparé nos données. Il avait pas de capteur de puissance. Donc, on peut pas comparer là-dessus. Mais sur un parcours comme ça, en fait, je pense qu'il faut juste être il faut être à l'aise. Et moi, mon vélo de contre-la-montre avec la roue pleine, je roule avec ici sur les routes qu'on a à Bath, et je sais que si ça passe ici, ça passe partout. Ouais, si tu fais tes petits murs casse-pattes là, j'imagine voilà, que les virages à l'aveugle, tu vois rien du tout. Donc voilà, j'ai confiance en le matos. Les roues, c'était des aides qui sont vraiment top. La roue lenticulaire qui se manie, elle se manie vraiment super bien. Donc j'avais une petite hésitation avec le vent, mais le mardi j'étais allé faire une sortie reco et il y avait pas mal de vent ce jour-là et j'avais pas eu de soucis, donc je savais que ça tiendrait. Et puis le Cervélo, écoute, j'avais fait l'Alpe d'Huez aussi avec, et ouais, en fait voilà, faut juste avoir confiance et être confortable avec le matos qu'on a, et je pense que c'est le meilleur moyen d'aller vite sur ce genre de parcours. Ouais, non, c'est clair, il faut être à l'aise, mais enfin, je veux dire, parce que bon, de 1, t'as la montée, où c'est clair que voilà, c'est quand même un peu plus lourd. Enfin, tu vois, un CLM par rapport à un vélo de route. Mais après, enfin, t'as la descente, quoi. Je veux dire, descendre l'Izoard sur un CLM, et en plus être à l'aise là-dedans. Voilà. Enfin, moi, je sais que je suis clairement beaucoup plus à l'aise sur mon vélo de route, quoi. La manière dont je prends les virages, je vais beaucoup plus me pencher. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est pas la même chose, quoi. Ouais, non, c'est vrai. Je pense que après, la descente de l'Izoard, elle est assez particulière. Je crois qu'il y a peut-être une dizaine de lacets au sommet. Et ensuite, c'est des très grandes lignes droites. Donc, sur une descente totale, je sais pas ce qui est le plus rapide. Mais ce qui est certain, c'est que sur la partie technique, j'aurais sûrement été plus rapide sur un vélo de route. Mais voilà, c'est un parcours qui fait un peu plus de 180 km. Donc, j'aurais peut-être été un peu plus à l'aise sur le vélo de route sur la montée, mais ensuite il y a plein de portions qui sont rapides, qui sont roulantes. Oui, et t'as tout le retour aussi, effectivement. Tout le retour, donc vers Embrun, et je pense que j'aurais perdu plus de temps à ce moment-là sur le vélo de route. Ok. Ouais. Ouais, c'est intéressant. Après, je pense qu'effectivement, il n'y a pas de choix idéal. Enfin, ça dépendra un peu à chaque fois d'une personne à l'autre, mais. Ouais. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Moi, j'avais fait pendant tout un temps mon record de vitesse à vélo, c'était dans l'Izoard. Bon, dans l'autre sens, du coup, il y avait une grande ligne droite à un moment quand tu descends et que tu repasses par un petit village. Oui, je vois laquelle c'est. Ouais. Voilà, j'étais monté avec un vélo de route normal, en mode bikepacking. Je faisais la route des Grandes Alpes à l'époque. J'étais monté à 82 km/h. Ça s'y prête quand même plutôt bien, mais j'étais pas en contre-la-montre. Ouais. Toi, t'as regardé un petit peu, t'es monté jusqu'à combien en vitesse max? Tu te souviens? Je sais plus si c'était sur Embrun ou sur l'Alpe d'Huez. Quelque chose pareil, 85-87 km/h sur le contre-la-montre. Et sur les barres. Donc, bah ouais, ça j'imagine. Ouais. Pour le coup, t'es dans les prolongateurs à cette vitesse-là. Mais c'est quand même ouf parce que tu te dis, t'as même pas accès à tes freins directs. Ouais. Et t'es à cette vitesse-là. C'est malade, quoi. Bah alors ça, c'est vraiment un truc qui me surprend à chaque fois. C'est que ici, quand je sors le vélo de contre-la-montre sur les routes autour de Bath et que je suis à 40-50 km/h, je me dis oh là, c'est dangereux parce que je vois pas ce qui va arriver. Et ensuite en course, boum, t'es à 80, bon,
voilà, Ouais, t'as l'adrénaline tranquille. du moment. Je sais pas aussi, ce qui tu se prends un peu passe, plus de risques. t'es vraiment concentré dessus, etc. Mais après, voilà, je passe quand même pas mal quand je suis sur le vélo de route ou sur le vélo de contre-la-montre. Je passe beaucoup de temps à des vitesses quand même assez élevées, donc au bout d'un moment, tout est relatif. T'as l'impression d'être pépère, de pas aller très vite, et en fait, t'es à 35-40 km/h sans t'en rendre compte. Et en fait, tu vois, les pilotes de Formule 1, je pense que quand ils sont en voiture Ouais, normale, ils font du 220 sur l'autoroute. Pour eux, c'est une balade bah de oui, santé, quoi. tout devient assez relatif. Donc voilà. Et t'as pas cette petite pensée qui te traverse l'esprit où tu te dis, en fait, une petite pierre, tu vois, sur la route mal placée ou quoi, à du 85, mes bras dans les prolongateurs, enfin, c'est fini, quoi. Je veux dire, Ouais, je sais plus t'es quand même trop. moins en contrôle de ton truc, quoi, de ton engin, enfin, tu vois. Ouais, je me rappelle très bien quand même à Embrun, il y avait 2 motos ouvreuses, il me semble, qui étaient Qui ont enlevé les cailloux. qui enlevaient pas les cailloux, non, mais qui au moins faisaient en sorte qu'il n'y ait pas de voiture sur le parcours. Et ça a vraiment aidé parce que ouais, sur les descentes de col, en général, c'est les virages, on n'est jamais trop sûr. Après, on essaye quand même de respecter le code de la route, mais des fois, ouais, La circulation était ouverte. La circulation était ouverte, mais après, je crois que c'était fermé sur certaines portions. Mais ouais, on n'est jamais à l'abri quand même. C'est pas le Tour de France, et même sur le Tour de France, ils ont des fois des incidents avec des gens. Donc voilà, non, je fais comme tu dis, on sait jamais un petit caillou, mais voilà. En même temps, à 80 km/h, le caillou, je pense que tu tombes dessus, il explose en plein vol et toi tu continues tout droit. Hein, ouais, donc, ça dépend la taille du caillou. Ça dépend. Mais j'ai eu des moments, j'ai eu des moments un peu chauds, mais je suis pas encore tombé. Je touche du bois, faut que j'aille trouver du bois là. C'est bon. Ouais, pas encore de chute sur le contre-la-montre cette année. Ouais. On a parlé d'Embrun, mais t'as pas gagné que Embrun cette année. C'était vraiment l'année de toutes les victoires pour toi. Ouais, Embrun c'était la première grosse victoire, mais le Ironman Majorque c'était quand même un autre calibre de victoire quand même, avec les gars qui étaient présents, aller en dessous de 8 heures en plus. Ouais, non, c'était vraiment pas du tout attendu, Majorque et le résultat là-bas. En fait, au départ, j'étais qualifié pour Kona, donc je devais aller à Kona en début octobre. Et puis quand ça a été annulé, je me suis dit, j'avais prévu quand même de faire un Ironman à ce moment-là, donc autant trouver une course de substitution. Et quand je me suis inscrit pour Majorque, l'idée c'était juste de courir un marathon en moins de 2h50, parce que à Bolton, Ironman UK et Embrun, c'est des parcours qui sont quand même très difficiles, et j'ai fait 2h55, il me semble, les deux. Et donc j'avais un côté de moi, je me disais, j'espère quand même que c'est pas ma limite. Enfin, je pensais quand même que je pouvais aller plus vite que ça sur un marathon. Donc l'idée vraiment, le seul objectif pour Majorque, c'était de courir moins de 2h50 au marathon, vu que c'était un marathon qui était tout plat. Ouais, tu sais que t'es pas obligé d'aller sur un Ironman pour courir un marathon en moins de 50. Hein. Tu peux faire un marathon sec. Hein. Ouais, mais ça compte pas du coup. Ah ouais. Ouais, ça compte que en course, quoi. Parce que je sais que, en plus cette saison, ça a été un peu la folie avec les chronos sur Ironman. Et en fait, quand j'ai commencé la prépa Ironman du coup en 2020, je me disais qu'il fallait courir moins de 2h45 pour gagner un Ironman ou pour être sur le podium quasiment à chaque fois. Et en fait, cette année, on a vu qu'il fallait courir moins de 2h40. Quasiment toutes les courses se sont gagnées avec un marathon en moins de 2h40. Ensuite, moi j'ai fait 2h46, je crois, à Majorque. C'était un chouï long, donc peut-être 2h45, enfin bref. Autour de 2h45, ça passait. Mais c'est parce qu'en fait, on a fait un très gros vélo. Et puis, c'est parce que j'étais avec Cameron Murph et Christian Hogenhaug, qui sont quand même pas des peintres à vélo. Donc, voilà. Ah oui, non, pour revenir, l'objectif pour Majorque, du coup, c'était de courir moins de 2h50. Et en fait, quand j'ai vu que Cam Murph était sur la start list, je voulais aussi voir si j'étais capable de rouler avec lui. Donc quand je suis sorti de l'eau et qu'il était juste à côté de moi, je me suis dit, ouh là 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 là, ça va être 180 km à bloc. Si j'y arrive à bloc. Et du coup, je suis parti avec lui pour voir combien de temps je tiendrais.
Et au final, ça a tenu tout du long. Donc, alors attends, quand tu dis que tu es parti avec lui, que tu as fait toute la course avec lui, rassure-nous, sur Ironman, c'est no drafting. Donc vous avez maintenu les 10-12 mètres d'écart. Alors oui, c'est 12 mètres par rapport à la roue de roue avant à roue avant. Donc une douzaine de mètres entre chaque concurrent. Mais le truc avec l'aérodynamisme, c'est que le plus vite tu vas et plus les distances sont relativement petites. Donc 12 mètres à 20 km/h, ça fait pas beaucoup de différence, mais d'un coup, quand on est à 50-60 km/h, 12 mètres, c'est comme si on était dans la roue de quelqu'un d'autre à 25 km/h. Et donc, en fait, de un, il y a quand même un côté avantageux en termes d'aérodynamisme à être dans un groupe. Et ensuite, il y a surtout le côté dynamique de course. Ouais, c'est ça, c'est dans la tête, quoi. C'est le mental. Se calquer sur les allures des autres. Moi, je suis passé devant quelques fois sur le vélo. Cam est resté derrière à 12 mètres. Et ça permet de laisser les autres, en fait, prendre un peu le pacing, quoi. C'est comme courir derrière quelqu'un. Des fois, c'est plus facile que de courir devant parce qu'on n'a pas à mettre soi-même l'allure. Il suffit juste c'est moins d'énergie mentale de suivre que d'imprimer soi-même le rythme. Et en plus de ça, Cam, il est cycliste pro, donc toutes les trajectoires, les trucs comme ça, il connaît, donc ça aide de suivre, voir où lui il passe. Ouais, c'est comme en pleine nuit, en plein brouillard, tu te mets à l'arrière de la voiture qui est devant toi, comme ça tu bénéficies lui de ses. Voilà. De et ses c'est phares. Pas pour autant qu'on se colle au pare-choc de la voiture devant. Ouais. C'est clair. Et alors, du coup, tu arrives à le suivre en vélo, et puis en course à pied, parce que tu gagnes quand même la course. Donc, ça se gagne sur quoi? Sur la fin? Ça se gagne un peu au début? Tu as été beaucoup plus fort en course à pied, c'était comment? Ça s'est joué par rapport à Cameron Wharf. Sur la course à pied, non, j'ai couru 7 minutes plus vite, je crois. Donc j'étais quand même plus rapide en course à pied, mais c'est par rapport à Florian Angert qui termine deuxième. Lui, il a couru 3 ou 4 minutes plus rapidement que moi, et ça s'est vraiment joué à pas grand chose sur la fin. Je crois 50 secondes, quelque chose comme ça. Alors que j'ai commencé le marathon avec 5 minutes d'avance. Donc il m'a repris 4 minutes sur le marathon. Il fallait pas que le marathon fasse 43 km, quoi. Ouais. Bon, après, j'ai géré, entre guillemets. Hein. Après, j'ai eu un énorme coup de bambou à une dizaine de kilomètres, je crois, de l'arrivée, ou 5 kilomètres, je sais plus trop. Et je voyais plus rien, je sentais plus... j'arrêtais pas de me mordre à l'intérieur de la bouche, je sentais rien du tout. Mais je savais où se trouvait la fin de la course, donc j'ai géré l'effort pour vraiment arriver à ce moment-là. Mais le moment où j'ai passé la ligne, boum, j'avais plus rien. Blackout, il y avait plus rien. S'il avait fallu courir 1 kilomètre de plus, je l'aurais fait. C'est assez incroyable de voir en fait comment on est capable de se pousser alors que le corps veut plus, mais moi j'avais pas le choix. Enfin, c'est un peu dommage de passer 2h45 à l'avant de la course, de gagner la course, et ensuite dans la dernière minute de la perdre. Donc j'allais vraiment pas laisser filer ça, quoi. Et là c'était du rolling start, ou vous êtes parti en mass start et du coup t'arrivais à contrôler quand même par rapport à celui qui était derrière toi, ou pour le coup c'était chaud bouillant parce que t'aurais pas forcément pu contrôler à quelques secondes près? Alors non, c'était un mass start. Okay. Il me semble qu'ils ont fait rolling start pour les groupes d'âge, mais pour les pros, ça a toujours été des courses en mass start. Ce qui est, c'est tellement mieux pour la course, justement, parce que tout le monde sait. Bien sûr, mais ça existe du rolling start chez les pros sur le format Ironman? Je pense pas. Non, ils démarrent toujours en même temps. Ouais. Alors, justement, tu nous dis pour les pros, ce qui veut dire que t'es passé pro. Quand est-ce que c'est passé chez toi le switch pour te dire, ok, je suis pas trop mauvais en groupe d'âge, mais ce serait pas correct de jouer avec les groupes d'âge, et que tu t'es décidé à passer pro, ou peut-être même que finalement tu t'es pas dit ça, c'est juste que il y a un moment où tu t'es dit, allez, c'est bon, c'est maintenant, j'y vais. Eh je t'avoue, j'ai jamais fait de course groupe d'âge, donc j'ai fait moi j'étais sur le circuit D1, ITU, tout ça jusqu'en 2019,
En fait, en 2018, j'ai fait ma première course ITU. Donc, j'ai fait une Coupe d'Afrique et j'ai terminé 4e, ce qui était une énorme surprise pour moi et ce qui m'a un peu poussé. Je me suis dit, en fait, il y a peut-être un truc à faire en triathlon. Et j'ai fait ensuite 2 autres Coupes d'Europe cette année-là. Et puis en 2019, j'ai fait une autre Coupe d'Europe, je crois. Enfin bref, j'étais quand même, au niveau de la Fédé, j'avais quand même des résultats qui étaient probants. Et il me semble que un des critères pour avoir la licence pro, c'était d'être dans les 300 premiers mondiaux, quelque chose comme ça. Et à l'époque, j'étais dans les 300 premiers mondiaux ITU. Donc, j'ai eu ma licence pro en 2019 pour ma première sur longue distance, qui était le Challenge Majorque. Donc voilà, donc j'ai fait cette course en 2019. J'ai terminé 7e, il me semble. Tout s'est mal passé ce jour-là. Je suis tombé à vélo, j'étais coincé sur le petit plateau, il y a mes prolongateurs qui se détachaient, enfin bref, que tout se passait mal. Et voilà, et ensuite il y a eu le Covid, donc j'ai pas pu courir en 2020, mais j'ai toujours eu la licence pro. Donc voilà, il n'y a pas eu de switch. Le switch était plutôt courte distance à longue distance. Ok, alors c'est marrant que tu nous parles de licence pro. On en a déjà parlé avec plusieurs invités qu'on a eu sur le podcast, mais quand tu parles de licence pro, c'est la licence pro Ironman, où tu as pris toutes les licences pro parce que tu as dit que ta première course en pro, c'était sur le Challenge. On est bien d'accord, Challenge et Ironman, c'est un peu deux bêtes noires. Ouais, alors oui, la licence pro, c'est quoi? Non, quand je veux dire licence pro, c'est juste l'autorisation de la Fédé française pour m'inscrire sur les courses professionnelles. Donc en fait, quand on s'inscrit, quand on prend la licence Ironman professionnelle, on envoie un email avec sa licence, licence fédérale, celle que tous les licenciés FF3 ont. Et en plus de ça, on envoie le courrier de la Fédé qui dit qu'ils autorisent Léon Chevalier à s'inscrire sur les courses professionnelles. Et pareil pour Challenge ou des trucs comme ça. Il faut en fait une autorisation de la Fédé. Toutes les Fédés sont un peu différentes. Certaines ont un papier, je crois, licence pro. Pour la Fédé française, non, c'est juste un mot de la Fédé. Ok. Et c'est quoi qui t'a fait démarrer sur longue distance? Parce que t'as 25 ans, c'est quand même encore jeune pour partir sur la longue distance, non? Ouais, c'est vrai que c'est assez jeune, mais au final, on a quand même de plus en plus de jeunes sur le... Ouais, non, il y en a de plus en plus, je suis d'accord avec toi. On recevait Sam Laidlow il y a pas si longtemps aussi. Pareil, sur longue distance, enfin... Il est chaud aussi, quoi. Ouais. Ça doit être un truc avec les triathlètes, franco-anglais, franco-britannique. Je pense que cette raison c'est pour moi, mais je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde qui passe sur longue distance. Mauvais nageur. Ouais, alors Sam, lui, il est très très bon nageur, donc il a pas cette excuse-là, mais c'est plutôt trouver sa niche. Je pense qu'on a tous envie d'être moi je voulais être athlète professionnel. Moi que ce soit en triathlon, en ski, en trampoline, je pense que je m'en fichais un peu, j'avais vraiment envie d'être athlète pro. Après il reste le curling, hein. Il reste le curling. Après voilà, moi je voulais être athlète pro, mais quand même que ce soit viable, que je puisse quand même en vivre normalement. Et du coup, pourquoi t'as fait des études sur le côté? C'est un backup, c'est un plan B, c'est parce que tu t'embêtes, t'es un peu hyperactif? Ah non, j'adore vraiment l'ingénierie. Et aussi, mes parents m'auraient jamais laissé... Et enfin, même moi, je me serais jamais laissé... Quoique c'est vrai, je viens de dire que j'ai toujours voulu être athlète pro. C'est ça, tu dis, moi, c'est le seul truc que je veux faire dans ma vie, tu vois. À la limite, tu mets toutes les chances de ton côté. Ah ouais. Parce que j'imagine que si tu n'étais pas aux études, potentiellement, tu pourrais peut-être t'entraîner quelques heures de plus par semaine, ou... Enfin, tu vois. Non, t'es déjà au max. Ouais, en vrai... Alors, est-ce que t'es déjà au max ou est-ce que c'est plutôt que t'as trouvé ton équilibre entre les études, la vie perso et la vie sportive? Non, je pense que cette année, quand j'ai dû tourner sur les gros blocs autour de peut-être 32 heures par semaine, des gens qui font 40 heures ou 50 heures par semaine, j'en connais pas vraiment. Donc une 35 heures peut-être par semaine, c'est quand même le sweet spot de l'entraînement, je pense. Et ça laisse quand même le temps de faire autre chose. Par exemple, donc en fait, autant la plupart des gens, on va dire, ils ont des activités professionnelles qui sont plutôt intellectuelles et ils font un peu de sport parce que faut rester en forme. Toi, c'est un peu la même chose, quoi.
ton activité professionnelle elle est physique et t'as besoin de te maintenir un peu en forme intellectuellement et donc du coup tu fais des études quoi. Exactement. Non mais c'est vraiment ça et surtout cette année surtout avec le fait que j'ai pu montrer que je pouvais faire du triathlon une carrière viable. Ouais, en fait c'est ça un peu le déclic qu'il faut que j'ai pour la saison prochaine, c'est que je suis pro et que c'est mon job et ça c'est un peu dur à réaliser. Mais ouais, mais l'ingénierie c'est vraiment un truc que j'adore, qui me passionne vraiment, que voilà, j'ai vraiment envie de continuer et puis voilà, je serai diplômé de mon master en juin, mais j'ai envie de faire un doctorat à partir de novembre prochain ou octobre prochain. Parce que justement, j'ai envie de garder un pied dans l'ingénierie. Je sais aussi qu'une carrière de triathlète, c'est pas infini. Si j'ai de la chance, dans 15 ans, je suis encore triathlète, ou enfin, je prends ma retraite. Mais à partir de ce moment-là, il faut trouver autre chose. Et ouais, c'est ça, en fait. T'as encore la période de vie 40-60 où tu seras plus sûr. forcément au top de ta forme au niveau athlète professionnel. Mais par contre, t'auras peut-être envie de faire d'autres trucs. Ouais, et j'adorerais faire de l'ingénierie à ce moment-là. Un truc dans les énergies renouvelables. Tu iras prendre un stage au niveau de tes 40 ans, tu iras en stage en alternance ou quoi, ça sera marrant. Tu feras un stage chez Ironman quand ils se seront rachetés une conscience et qu'ils chercheront quelque chose de plus énergie renouvelable. T'imagines des grosses éoliennes, des grands champs d'éoliennes siglés Ironman? Ça me surprendrait pas qu'ils trouvent cette solution, tu vois. Le champ d'éoliennes à Kona. Ouais. Ok, non mais effectivement c'est hyper important et enfin moi je pense que je me verrais pas ne faire que l'un ou que l'autre, tu vois, je veux dire avoir une vie qui est uniquement intellectuelle ou uniquement physique, enfin tu vois, c'est pour moi un corps sain dans un esprit sain, c'est la base quoi, tu vois, je veux dire t'es obligé de stimuler et ton corps et ton esprit en permanence quoi. Ouais, c'est vraiment une histoire d'équilibre hein. Et puis aussi de pouvoir de pas devoir penser à la même chose tout le temps. Quand j'ai un dossier à rendre ou un projet à faire, je suis stressé sur le projet, mais du coup, aller m'entraîner, c'est sympa. Et pareil, quand je sais qu'il faut que je m'entraîne beaucoup, qu'il y a un objectif qui arrive, je peux aller juste me perdre un peu dans mes études et penser à ça pendant un bout de temps. Ouais, puis c'est complémentaire, quoi. Ça fait du bien, justement, je trouve, de débrancher. Ça te permet de penser à autre chose ou ne pas penser à autre chose, justement, mais il y a une grande complémentarité entre eux. Et pour revenir justement sur les études, est-ce que dans ton école, ils sont compréhensifs? Est-ce qu'ils comprennent cette double vie, ce double projet? Est-ce que tu es soutenu là-dessus ou est-ce que en fait, tu es un étudiant comme tous les autres et puis démerde-toi? Alors ouais, je suis un peu un étudiant comme tous les autres. J'ai un statut, je crois qu'ils appellent ça dual career, donc juste double carrière. Je crois que ça permet d'avoir un peu plus facilement des extensions de deadline ou alors des excuses d'absence, mais c'est très les études ici en Angleterre, c'est vraiment à chacun de prendre en main ses propres études. Donc tu viens au cours ou tu viens pas au cours, c'est ton problème. Au final, c'est toi qui payes 10 000 balles l'année pour apprendre quelque chose. Si t'as pas envie de venir apprendre, c'est ton problème. Donc voilà, ça responsabilise pas mal les élèves. Ensuite, sur le campus, il y a quand même énormément d'athlètes. C'est le centre national d'entraînement pour la natation. Je crois qu'il y a eu une dizaine de médailles olympiques cet été. Des gars qui s'entraînent, des gars et des filles qui s'entraînent dans les lignes d'eau à côté de moi. Donc il y a quand même un sacré niveau dans tout plein de sports différents sur le campus. Et la plupart des athlètes sont aussi élèves. Donc je suis vraiment plutôt la norme plutôt que l'exception. Hein. Voilà. Après il y a plein d'étudiants normaux qui ont des jobs, chacun a sa vie. Moi, il se trouve juste que mon job à côté, c'est le triathlon, voilà. Et je vois vraiment ça comme ça quand c'est difficile d'aller à l'entraînement ou des trucs comme ça. Je me dis que j'ai la chance au moins que ce soit un truc que je trouve cool comme le triathlon. Mais quand j'ai pas envie de m'entraîner, je me dis que y a plein de gens qui ont pas envie d'aller au boulot à 9h le matin, donc voilà, moi je suis... c'est pareil, c'est ça, c'est ton boulot et donc tu vois les choses un peu différemment, quoi. Ouais. Et culturellement, c'est aussi, c'est différent. Je trouve que le système anglo-saxon justement promeut beaucoup plus le sport qu'en France ou en Belgique, par exemple.
C'est quelque chose qu'ils intègrent plus aussi dans le cursus scolaire. Enfin, je sais qu'aux États-Unis, je crois que c'est un peu les champions pour ça. Mais bon, même, je sais pas, tu vas en Allemagne par exemple, c'est aussi déjà à l'école, tu vas en secondaire, il y a déjà des cours de sport qui sont prévus toutes les après-midi. Enfin, ça fait vraiment partie du cursus scolaire, quoi. Alors, je dirais que oui, mais non aussi. C'est vraiment... c'est quoi cette réponse? Oui et non. Ça dépend en fait vraiment des gens, et j'ai l'impression que c'est à chacun de... Si on fait le choix de faire du sport, alors il y a vraiment plein de choses qui sont là en place pour aider. Mais si on fait le choix de pas faire de sport, il y a rien qui pousse à le faire. Oui, on t'oblige pas, mais je veux dire, enfin, la possibilité est là, quoi. Tu vois, ça existe, t'as les infrastructures. Il y a toutes les infrastructures, il y a des super coachs. Mais c'est déjà énorme. Qui sont payés. Ah oui, non, mais ça, nous, sur le campus, on a une piscine olympique, une piste d'athlé 400 mètres, on a 3 muscu, on a 8 cours de tennis intérieur. C'est pour ça que tu payes 9000 livres par an. C'est exactement ça. Mais c'est clair, enfin, je veux dire, tu regardes les universités dans la plupart des autres pays en Europe, t'as pas ça, quoi. Ouais, le campus à l'INSA, c'était 3 pauvres bâtiments sur un parking à Villeurbanne, quoi. Donc, mais en même temps, c'était quasiment gratuit, la scolarité. Oui, en même temps, c'est gratuit, bien sûr. Il faut remettre le truc en perspective. Ouais. Donc, c'est vraiment 2 modèles différents. Ouais. Moi, j'ai le privilège, la chance de pouvoir, justement, d'avoir pu me donner 4 ans de plus pour faire ces études, d'avoir pu prendre un prêt, d'avoir quand même mes parents qui m'aidaient pour, par exemple, le loyer tous les mois. Mais voilà, moi, je suis arrivé aussi à un âge où c'était vraiment important pour moi de me démerder tout seul, et j'avais vraiment envie que ce soit en triathlon, et je suis content cette année d'avoir pu montrer que c'était viable en fait comme carrière. Alors pour revenir sur ta semaine de triathlon, tu nous as dit que parfois quand tu as des gros blocs, tu montes à 32, 33 heures par semaine. Tu peux nous faire un petit... continuer à nous faire rêver et nous parler d'une semaine type d'entraînement. Là, tu nous as dit juste avant d'enregistrer le podcast, ce matin, tu as déjà fait une grosse séance de natation et puis une grosse séance de muscu. J'imagine qu'entre-temps, tu as ouvert 2 bouquins et rendu 3 dossiers. Mais sinon, une semaine type pour toi, ça ressemble à quoi ? Je vais faire plutôt 2 semaines types, parce que je pense vraiment pour moi qu'il y a 2 semaines types qui sont assez différentes. Il y a la semaine en hiver et il y a la semaine en été. Et la semaine en hiver, ça va être entre 15 et 25 heures d'entraînement. Là, je suis en phase de reprise, donc c'est juste en dessous de 20 heures d'entraînement par semaine. Et chaque jour, c'est entre 2 et 3 séances. Alors, je nage 5 fois par semaine avec le groupe sur le campus. Chaque séance, c'est 1h30. Et c'est à 8h tous les matins. Donc, en gros, entre 8h et 10h, je suis à la piscine. 2 fois... Du lundi au vendredi. Du lundi au vendredi. Voilà. Ensuite, 2 fois par semaine, j'ai muscu. 1 heure de muscu où on travaille ce qu'il faut travailler pour être sûr que j'ai pas de blessures et que je puisse ensuite aussi avoir plus de force, plus d'explosivité, etc. Enfin bref, moi je fais confiance au coach de me dire ce qu'il faut que je fasse. Voilà, après j'ai des séances de vélo et des séances de course à pied. Donc une journée type, ce serait par exemple aujourd'hui, natation le matin, suivi par muscu, et ensuite cet après-midi j'ai une séance sur le home trainer. Et puis peut-être que demain, je sais pas trop, j'ai pas regardé ce que j'ai à faire demain, mais ce sera peut-être natation et puis une course à pied un peu plus longue. Donc voilà, 2 à 3 séances, et j'essaye avec les études moi j'ai une séance cet après-midi de sport, donc ça me donne quelques heures pour faire des cours. En plus, tout est en ligne en ce moment avec le Covid, donc je peux vraiment faire pendant les heures qui m'arrangent. Et puis pour une semaine en été, en général, j'ai pas de cours, donc ça aide un peu. Généralement, je suis dans les Alpes, donc une petite séance de natation, peut-être 1h20 si je peux. Et puis une grosse sortie à vélo que j'adore. Je vais aller me faire 3-4 cols, un truc comme ça, donc partir 6 heures à vélo, et puis un petit jogging de 30 ou 40 minutes quand je rentre. Et puis ce sera plutôt autour de entre 30 et 35 heures. Et j'ai pas fait de muscu cet été, pas une seule fois, juste parce que il y avait pas de salle de muscu, et puis c'est difficile, c'est plus dur d'y aller quand il y a pas de coach, pas de groupe, pas de salle.
Donc voilà. Ouais, parce que enfin, la muscu, c'est vrai que t'as souvent pas d'objectif. Enfin, tu vois, je veux dire, Ouais. tu vas nager, bon bah ok, tu sais que tu dois faire X milliers de mètres, tu vas courir, tu sais que tu vas les compter en kilomètres. Enfin, tu vois, je veux dire, en général, t'as des objectifs plus ou moins clairs dans ta tête. La muscu, c'est vrai que, alors sauf si ton coach a bien pris la peine de te dire, voilà, les exercices que tu dois faire avec le nombre de répétitions et tout ça, c'est vrai qu'il y a un côté un peu difficile, quoi. Quand t'as pas d'objectif, tu mesures pas, c'est difficile de se motiver, quoi. Ouais, la muscu, c'est vraiment, je le fais juste. Après, moi, je suis très fort à réussir à me motiver pour faire des choses si je sais qu'elles ont le potentiel de m'aider à faire quelque chose de mieux. Que ce soit manger quelque chose, m'entraîner, faire une séance que j'aime pas du tout, un truc comme ça. Je suis très bon à voir en fait les résultats plutôt que la tâche qui est à faire. Donc la muscu, je sais que c'est important pour pas se blesser et pour être bien équilibré, bien fort. Donc voilà, moi j'arrive à faire abstraction du fait que c'est pas forcément ce que j'apprécie le plus, mais que c'est vraiment important pour moi en tant qu'athlète. Ouais. Ça t'arrive de rater des entraînements? Des jours où tu te dis, non, aujourd'hui, c'est mort, Non. je suis fatigué. Non, jamais. Si on dit qu'il y a trois séances par jour sur une année, ça fait quoi, un peu plus de 1000 séances. Je crois que cette année j'en ai loupé 3. Et c'est parce que c'était un petit jogging de 20 minutes en veille de course. J'avais une petite douleur au genou, donc on a fait bon allez, on n'y va pas. Et puis les 2 autres, je sais pas, peut-être j'étais malade ou un truc comme ça. Mais je loupe jamais des séances. Je fais toujours toute la séance comme il faut. Ouais, voilà, parce que tu peux pas te pointer au boulot et pas te pointer ou alors y aller et puis décider que tu vas pas le faire. Donc voilà, donc je fais toutes les séances. Non, c'est clair, mais potentiellement, enfin, tu vois, je sais pas, il y a peut-être des gens qui, au boulot, ils vont se dire, bon, bah voilà, je dois encore faire ça, mais je suis fatigué ou j'ai des trucs à faire, j'ai un dîner, tu sais quoi, tant pis, je le ferai demain. Ouais, le problème avec l'entraînement, c'est que il y a de l'entraînement demain aussi, donc. Ouais, mais dans le boulot aussi, je veux dire, le mec tu vois, qui termine pas son dossier ou quoi et qui se dit je le fais demain, a priori le lendemain il a aussi du boulot, donc Ouais. en soi on pourrait le comparer, mais c'est quand même impressionnant de voir, de se dire voilà, sur 1000 entraînements sur ton année, t'en as loupé que 3, c'est quand même pas mal, quoi. Ouais. Après, mon coach m'écoute beaucoup, on communique beaucoup quand même avec Rob. Ouais, s'il y a des semaines où t'es un peu plus fatigué ou quoi, il va adapter, j'imagine. Voilà, donc la semaine avant Embrun, j'étais malade, j'ai chopé un coup de froid en fait dans les Alpes, à monter l'école, à transpirer, et ensuite il faisait assez frais quand même cet été, donc le journal sous maillot. Ouais. Et du coup, j'ai chopé un petit coup de froid, et puis aussi quand tu coupes avant une course, en général ton corps il décompense. Il fait, oh là là, ouais, tiens, là je m'entraîne plus, donc et en fait tu tombes souvent malade, donc cette semaine-là, je lui en ai parlé. Lui, il adapte ensuite les séances que j'ai à faire dans la semaine qui viennent. Et donc voilà, j'ai loupé 3 entraînements sur les. Enfin, j'ai dit 3, c'est peut-être 2. 2 entraînements sur les séances qu'il m'a données. Après, des fois, on part sur une semaine. Il me donne une semaine le dimanche soir. Il me dit les entraînements qu'il faut faire la semaine. S'il se passe quelque chose pendant la semaine qui fait que c'est pas possible, et on diminue, ou alors autrement on se dit en fait là on allait couper, mais je me sens encore vraiment frais, etc. On va pousser encore un peu plus longtemps, donc on est quand même tout le temps en train de revoir un peu où on en est. Ouais. Ok. Et pour la suite, parce que tu nous as dit t'espères durer le plus longtemps possible en tant que triathlète pro, tu continues tes études, donc tu veux t'orienter vers un doctorat, mais et après, parce que quand tu nous dis que par exemple tu nages tous les jours de 8 à 10, on est bien d'accord que si tu as un job, ça va être compliqué d'aller tous les jours nager de 8 à 10. Ouais, non, quand j'ai un job mais là, ton normal... job, c'est être triathlète pour les 15 prochaines années, là. Voilà, là, voilà. Donc c'est ça. Après un doctorat, ça dure 3 ans ou 4 ans, ça dépend un peu. Puis c'est pas non plus, c'est possible de faire 2 doctorats si on veut. Donc on verra. Moi, j'ai vraiment envie de garder un pied dans l'ingénierie. Et puis en vrai, le truc idéal pour moi, c'est d'être athlète et ingénieur pour un sponsor. Et là, j'ai l'impression, on n'est qu'au début de nos relations avec mes différents sponsors, mais j'ai l'impression que c'est peut-être le genre de truc qui sera possible
d'ici quelques années. Donc Attends, et tu verrais ça avec quel type de sponsor? Parce que là, toi, t'es quand même plutôt spécialisé dans la chimie. alors c'est le génie des procédés chimiques, c'est un peu en fait c'est un peu tout. Ouais, de l'alimentation jusqu'à la fabrication des produits, t'interviens sur toute la chaîne, quoi. Voilà, c'est ça. En fait, on est tout type de produit à un moment a été supervisé ou un ingénieur de ma formation sera intervenu, que ce soit pour faire le design de la machine ou alors décider la quantité de produits qui va rentrer, quels sont les types de réactions à faire, etc. Donc c'est pas de la chimie, c'est plutôt le génie de toutes les choses. Ouais, je sais pas trop comment expliquer en français, c'est ça le problème quand on fait tout en anglais, c'est que on n'est pas bilingue avec avec les trucs anglais justement ou de l'ingénieur. Donc voilà, je sais pas trop. Ok. Bah écoute, si tu as l'occasion d'écouter un peu de podcast, tu peux regarder nos anciens épisodes avec notamment Édouard Boulanger qui lui aussi est ingénieur et qui alors il n'est pas triathlète pro hein, mais il est le copilote de Stéphane Peter Hansel, donc il est aussi sportif pro et donc ça pourra peut-être te donner des idées pour voir comment il gère ça. Ouais. Super. Et ici on souhaite continuer à discuter avec toi, échanger avec toi, avoir plus d'infos sur ta formation, venir te rendre visite sur le campus ou envoyer nos gosses pour qu'ils se rendent compte que c'est possible d'avoir une double vie et que à Bath, c'est super sympa. Comment est-ce qu'on peut te contacter ? Je pense que le mieux c'est Instagram. Ouais, j'essaye vraiment de répondre à tout le monde qui m'envoie un message sur Instagram. Ça sera pas forcément le même jour que je l'ai reçu, mais j'essaie de répondre aux commentaires et aux messages. Voilà, j'ai 3000 followers sur Instagram, je suis pas non plus complètement débordé. Ou alors sinon, j'ai créé une page Facebook parce que je sais que il y a certaines personnes qui sont pas non plus sur Instagram, mais qui sont plutôt sur Facebook. Donc voilà, Facebook, je crois que je m'appelle Léon Chevalier. J'ai une page voilà, et pareil, Instagram, ça doit être Léon Chevalier. Et sinon, LinkedIn, si quelqu'un est, je sais pas, dans le monde de l'ingénierie ou même pas, et que ils veulent voir un peu ce que je fais plutôt du côté académique. Je reviens rapidement sur ton Instagram. T'as quand même un look particulier en course à pied. Non, mais c'est-à-dire, ça veut dire quoi ça ? Chaque fois qu'on voit des photos de Léon sur un triathlon, t'as tes petites lunettes rondes avec ta casquette de hipster. C'est quand même un truc unique. Je veux dire, je pourrais voir une photo parmi tant d'autres. C'est toi, c'est ton style, tu vois. T'as quand même un style qui est particulier. Ça vient d'où ça ? Eh ben, écoute, j'ai une tête qui est toute petite. Une balle de tennis peut-être. Et du coup. La casquette, là, c'est une casquette Oka qui me va bien. Et j'ai beaucoup ça m'arrive souvent de trouver des casquettes qui sont trop grandes. Enfin bref, et qui vont pas du tout. En fait, voilà, on dirait une balle de tennis sur laquelle on a mis un casque de vélo. Enfin bref, donc j'ai une toute petite tête et cette casquette Oka me va très bien. Et c'est mon coloc qui est aussi sponsor par Oka qui en avait une qui traînait en début d'année. Il m'a dit tiens, tu peux la prendre. Donc voilà, la casquette et les lunettes, c'est des Roka. Voilà, j'avais la possibilité de prendre des petites lunettes. Elles sont super légères, elles tiennent très bien derrière les oreilles. Donc voilà. Moi, je sais pas. J'aime bien. Après, je sais que le père de ma copine, il aime pas les lunettes. Donc ça plaît pas forcément à tout le monde. Je sais pas. Ah non, mais c'était pas du tout pour critiquer. Moi je trouve ça génial et parce que je trouve que ça te donne vraiment un look quoi. Ouais. C'est parce que c'est des lunettes un petit peu rondes. Enfin tu sais c'est quand même différent des lunettes qu'on a l'habitude de voir. Ouais. Les grosses visières ou les trucs comme ça. Ouais, c'est ça. Les lunettes un peu typiques qu'on a à vélo et qu'ont la plupart des triathlètes. Hein. Ouais. Toi t'as des petites lunettes justement qui sont qui sont différentes quoi et je trouve ça cool. Écoute c'est sympa. Après je sais que en vrai je sais que c'est important de créer sa marque entre guillemets, créer son image. Mais c'est ça pour moi, c'est un peu je me demandais du coup est-ce que c'était voulu, est-ce que aller chercher cette petite touche un peu hipster comme ça, tu vois, est-ce que c'était un truc qui était recherché ou est-ce que c'est vraiment par hasard tu t'es dit tiens des lunettes, une casquette et puis en fait c'était pas du tout travaillé. Mais voilà, peut-être que du coup mais non, mais c'est vrai que j'aimerais bien garder un peu ce côté
Enfin non, mais ça me va très bien comme. Il y avait alors je me souviens plus du tout de son nom, mais je me souviens, il y a un triathlète qui a tout le temps des lunettes Aviator, les Ray-Ban. D'accord. Hyper classiques, mais qui sont pas du tout des lunettes de sport. Mais bon, voilà, bref. Mais le mec performe quand même pas mal. Et il est systématiquement avec ses lunettes Aviator. Et ça, voilà, c'est devenu son identité, quoi. Ouais. Ça fait partie de son truc. Après, non, je rassure, c'est quand même des lunettes qui sont. Je crois que c'est des lunettes outdoor. Voilà. Donc, courir avec, c'est possible. Ouais. Ok, écoute, super, merci beaucoup pour ce bon moment passé avec toi, Léon. Merci à vous. On te souhaite une très bonne continuation, nul doute qu'on suivra ça de près, donc bon courage pour tes prochains objectifs, et puis bon, le master, on aura compris, c'est les doigts dans le nez, ça va être facile, mais bon, après il y a le doctorat, donc on refera peut-être un point dans 3 ans après ton doctorat pour savoir où est-ce que tu en es en termes de tri et en termes d'études. Ouais, et j'espère que je vais continuer sur cette lancée parce que c'est cool. Écoute, merci en tout cas pour l'échange, et on suivra tes performances de très près en 2022 alors. Merci les gars. Merci. Salut beaucoup. à vous. Merci à toi. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut les sportifs.